Perdre 2 millions de dollars, ça fait mal. Si tu as 3 apprentissages en tant qu'investisseur en crypto, Et là, il y a un mec qui faisait 2 mètres, qui vient, qui commence à me montrer son wallet et me dit « Regarde, j'ai acheté ce truc-là 500 000 dollars ». Dans les startups, tu arrives à faire des fois 100, des fois 200. La crypto, ça reste un produit très volatile, très risqué. Il ne doit pas représenter plus de 5% de mon portefeuille. c'est quoi la pire erreur d'investissement que tu aies faite? Déjà, merci beaucoup Redad d'être là. Je suis trop content de pouvoir discuter ensemble. Est-ce que tu peux te présenter ou me présenter un petit peu ton background et aujourd'hui ton rôle en tant qu'investisseur, mais aussi dans tes jobs? Écoute, Pierre, merci pour l'invitation. Je suis très content d'inaugurer cette nouvelle émission. Écoute, en quelques mots, mon background, moi, je suis serial entrepreneur. Ouais. Devenu investisseur par la force des choses. En 2017, j'ai vendu une de mes boîtes au groupe Accor. Et c'est en règle générale à ces moments-là que tu te transformes d'entrepreneur à investisseur, tu commences à investir. J'ai pris le choix d'investir principalement dans les startups. Je n'ai pas fait le parcours classique que font les exiters, qui est de se dire je vais voir un family office, multifamily office, CGP structuré, Qui gère mon argent pour exactement, exactement. En fait, moi, ce qui me manquait, c'était un peu la transparence dans ce type d'activité. Ouais. Du coup, je me suis dit, de toute façon, moi, j'ai envie d'investir principalement en moi et principalement aussi dans d'autres entrepreneurs. Donc, une grande partie de mon cash-out, je l'ai investi dans des startups. Et le reste, je l'ai investi dans Club et tout ce que j'ai construit avec la Key Foundation. Donc, j'ai énormément investi dans tout ce que j'ai construit. Donc, j'ai investi en moi-même. Et voilà. Pour la petite histoire, donc à partir de 2017, j'ai été approché aussi par la Caisse des dépôts et gestion du Maroc pour lancer un fonds d'investissement qui investit dans les entrepreneurs marocains, que ce soit au Maroc ou la diaspora. C'est un fonds de 50 millions d'euros. On a investi dans une grosse vingtaine de startups. On continue d'investir aujourd'hui. On met des tickets entre 400 000 et 1 million d'euros dans des startups. Et j'ai aussi lancé Club, qui est un club d'investisseurs privés. Qui se voulait initialement comme une sorte de néobanque privée qui donnait accès à plusieurs classes d'actifs, dont les cryptos, mais aussi les startups. Ça a pas mal marché pendant la période du bull. Post-bull market, on a fait quand même un gros focus sur les startups. La crypto, c'est un sujet dont on va parler, ça va être le cœur de notre discussion. Ce n'est pas pour les gens qui sont sensibles aux fortes émotions. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a une approche très intéressante à amener dans la crypto. Moi, je suis dans la crypto, en fait, je peux dire depuis 2013. C'est en 2013 que un de mes business angels, advisor, mentor m'a fait découvrir le Bitcoin. Tu le connais, Frédéric Montagnon, je connais Fred. Fred, c'est lui qui m'a fait. Lui, il était dans le Bitcoin depuis 2011-2012. Tu le connaissais d'avant et lui, d'un coup, tu te mets à parler des. En fait, Fred, c'était mon premier business angel. Il a investi dans ma toute première startup. Dans celle que tu as revendue ou Non, dans celle que j'ai liquidée. Et j'étais aussi son premier investissement en tant que business angel. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de son temps, beaucoup de son attention. Je pense que c'est mieux que n'importe quoi d'avoir le temps et l'énergie et l'accompagnement de ce type d'entrepreneur. Je lui avais parlé de Waltio, je l'avais trouvé hyper pertinent dans l'analyse de son business. On lui en avait parlé très il est top, il est top. Fred, c'est, je pense, l'un des meilleurs business angels en France. On est en France pour ça. Quand il te donne son temps, c'est une folie. Vraiment. Ouais, mais donc en gros, c'est-à-dire que derrière, s'il te donne son temps, c'est qu'il voit qu'il y a du potentiel dans ce que tu fais, dans le projet, dans l'équipe qui la lance. Et donc derrière, lui, il est prêt à l'investir et te guider. Ou alors qu'il a du temps. Mais maintenant, il n'en a plus. Voilà, c'est ça, exactement. De toute manière, le temps, il y a des moments, tu en as beaucoup, il y a des moments, tu en as un peu moins. Et ça change et ça fait un peu des aléas. Ok, trop bien. Mais pour revenir, toi, au moment de ton exit, tu t'es dit, je veux réinvestir. Essentiellement donc en crypto ou tout moi-même gérer. Tu n'es même pas mis dans une logique de je veux déléguer une partie à des ou à des gestionnaires. Tu t'es dit vraiment je peux mieux gérer tout moi-même que. Non, je pense pas que je me suis pas dit je peux mieux gérer tout moi-même. En fait, je me suis dit je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais investir dans les startups et je savais que je voulais investir dans ce que j'étais en train de construire. J'ai investi une grande partie de mon cash-out dans la Key Foundation, Club, tout ce que j'ai construit. Parce que c'est important pour moi, je considère que tout entrepreneur doit pouvoir aussi investir en lui. Ouais, c'est une façon, je trouve, de redonner un peu à le secteur qui t'a tant apporté. Bon, c'est hyper intense, mais qui a apporté la richesse, c'est une façon de donner. Et je trouve, en effet, c'est intéressant de ne pas le rerouter vers de l'immobilier ou des trucs beaucoup plus passifs, tranquilles. Et en même temps, de te dire, bon, ok, je reste
all-in, investi pour aider pour les projets. Et moi, je considérais qu'effectivement, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'en 2017, je ne sais pas si tu te souviens, en 2017, c'était le bull run Bitcoin à $20 000. J'étais dans la Silicon Valley à ce moment-là, j'habitais en face de San Francisco, donc je m'en souviens que c'était bien excitant. C'était un beau bull run, ça fait… Et après, février-mars 2018, ça a commencé à partir en vrille totale. Je sais pas si tu te souviens. Non, mais comme tout cycle, après, 6 mois après, le pic absolu. C'est incroyable à quel point c'est cyclique notre marché. Ultra cyclique. C'est presque, alors c'est pas prévisible exactement quand ça part, mais c'est assez prévisible. Je pense qu'un des meilleurs calls que j'ai fait, c'était novembre 2021, où j'ai vendu le top de tout. Ah ouais? Ouais, j'ai vendu le top de Ether, j'ai vendu un top d'Ether qui n'a encore jamais été atteint. Et c'était parce que… Mais je vais t'expliquer. Dans quel mood t'es au moment où tu vends? C'est simple. J'étais à Lisbonne pour Cosmoverse. Et j'étais à une soirée. C'est la vérité, c'est tout ça. D'ailleurs, j'ai raconté cette histoire plusieurs fois à plusieurs podcasts. Et j'étais à une soirée, j'étais en train de discuter avec un gars. Et là, il y a un mec qui faisait 2 mètres, qui commence à me montrer son wallet et il me montre ses NFT. Et il montre un NFT d'un rocher. Et il me dit, regarde, j'ai acheté ce truc-là à $500 000. Et là, tu dis, Là, je dis, ah ouais, putain, là, c'est la folie. Là, on est vraiment au top de la connerie. On est au top de la folie. C'est absurde. Je suis rentré rationnel. Non, mais je suis rentré de Lisbonne, j'ai tout vendu. Et ça n'a pas loupé. Alors, je n'ai pas vendu le top Bitcoin, j'ai vendu le top Ether. Mais Bitcoin, je crois que c'était à $52 000. J'ai vendu. Et effectivement, à ce moment-là, tout s'est cassé la gueule. Ok, donc quand tu as investi, tu t'étais pas dit je vais sortir un moment. Non. C'est un moment, tu as vu une sorte de changement de mentalité. Tu as vu qu'on était dans une euphorie extrême, complètement irrationnelle, les projets. Et donc là, tu te dis ok, je revends. Et c'était même une euphorie globale. Hein. C'était une euphorie générale de liquidité sur le marché. Quand je suis rentré, j'ai aussi plus ou moins convoqué un peu tous les entrepreneurs des startups dans lesquels j'avais investi. Et je leur ai dit à tous, guys, si vous avez besoin d'argent dans 18 mois, levez maintenant un max de thunes parce qu'il n'y aura plus de liquidité, parce qu'on va être dans la merde. C'est intéressant, le lien au marché et en même temps aussi derrière pour financer l'entreprise. Et dans ce cas-là, toi, quand tu as vendu ce moment-là, tu as vendu quoi? Une fois tout, ou tu t'es dit, ok, je vais peut-être un peu échelonner, ou c'est… Non, j'ai tout vendu. À ce moment-là, c'était vraiment une fois tout. Mais habituellement, ça, c'était un événement bien spécifique, bien particulier, tu vois. C'était un événement où les gens étaient fous. Mais d'habitude, en fait, moi, je fais jamais des multiples que tout le monde espère faire. Exactement. Du x1000, du x500. Non, moi, je fais pas ça. Mais dans les faits, au-dessus d'un x100 ou même x10, c'est… Tu sais que dans les startups, ça se fait. Hein. Dans les startups, tu arrives à faire des x100, des x200. Arriver très tôt et sortir très tard. Et que la boîte aille très loin. Exactement. Oui. Mais en fait, en réalité, moi, j'ai une approche de risk management qui est quand même plutôt assez structurée et cadrée. C'est que quand je fais un x2 ou un x3, je vends direct 30%. Après, quand ça fait encore x2, x3, je vends 30%. Donc, du coup, en fait, là où, par exemple, j'ai un actif… D'ailleurs, j'ai une histoire, ça m'est arrivé avec Kava. Kava, en 2020, quand le truc était tombé genre au plus bas de son histoire, j'en ai acheté. Et en l'espace de 4 mois, le truc a fait x60. Ah oui. Mais par contre, moi, je n'ai pas fait x60. Oui, moi, j'ai fait x15 parce que j'ai vendu au fur et à mesure que le truc montait. Et ça, tu te l'appliques dans tous tes investissements de dire, bon, dès que ça fait x2, x3, ou c'est quoi le ratio? Tu te dis, je sépare d'à peu près un tiers? Je me l'applique à tous mes investissements, mais en fonction du contexte. Tu vois, par exemple, si Waltio fait x10, je vendrai une partie de mes parts de Waltio. Non, mais c'est vrai, je fais du risk management. En effet. Petit disclaimer, Reda est actionnaire de Waltio depuis maintenant 2 ans, 3 ans. 2-3 ans, ouais. Okay. Et c'est une des plus belles boîtes du portefeuille, je suis très content. Écoute, merci, on est content de t'avoir. Même encore plus sur la partie advisor que sur la partie financière, je pense que c'est la vraie valeur. Ça me fait plaisir. Et même, donc tu dis, en investissement crypto, en investissement aussi equity, dès que tu sens déjà le multiple qui est engrangé, tu encaisses déjà une partie. Et c'est quoi? Parce que derrière, tu es beaucoup plus serein sur la suite? Mais bien sûr, mais surtout que l'argent, le capital, c'est mon stock. Parce que mon activité d'investisseur a besoin de stock. Parce que je dois réinvestir. Donc, au final, je suis obligé d'obtenir de la liquidité. J'ai raconté l'histoire de Mastéos.
Mastéos, j'étais rentré au tout début. Je crois que j'étais rentré à 6-7 millions de valo. La boîte est montée à 150 millions et elle a fini à 0. Et je ne suis pas sorti parce qu'à ce moment-là, on m'a proposé de sortir, mais on m'a proposé de sortir toute ma pause. Moi, j'avais envie de sortir que la moitié de ma pause. On m'a dit non, c'est toute ta pause, machin. Mais au final, j'aurais peut-être, tu vois, rétrospectivement, j'aurais dû sortir. Mais en même temps, je voulais tenir à ma méthode de risk management qui était de me délester que d'une partie de ma pause. Parce que ça, c'est marrant parce que les investisseurs, les VC, ils sont énormément attachés à l'histoire de l'entreprise. C'est-à-dire aller chercher le multiple, comme tu disais, le plus élevé et de dire cette entreprise qui est un nom maintenant très médiatisé, très connu, je suis arrivé suffisamment tôt. Quand tu es dans cette logique d'investissement, est-ce que toi tu t'attaches une certaine fame à te dire je suis arrivé tôt dans cette boîte ou tu te dis justement je préfère mon risk management dans la mesure du possible? Les deux en fait. Moi j'aime bien arriver tôt, mais en même temps je manage mon risque parce que c'est aussi mon activité d'investir et d'investir correctement. Au final, cette méthode de risk management, elle marche. Mais les investisseurs, je vais te dire pourquoi les VC, en fait, ils peuvent se dire ça. Les VC peuvent se dire ça parce qu'ils ont un truc qui s'appelle les management fees. Donc, ils le perçoivent. Donc, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent de l'argent, les mecs sont rémunérés et ils sont rémunérés quand même massivement. Tu vois, tu as un fonds de 50 millions, tu as à peu près 2,5% par an du truc qui tombe en revenus annuellement. Et donc, en fait, ils ont la capacité de faire tourner leur maison sans forcément faire des multiples. Et du coup, ça leur permet de tenir leur position plus longtemps. C'est vrai. Et donc même de double down sur les positions qui sont gagnantes. Pourquoi ils ont un intérêt de double down sur les positions? Parce que ça permet d'avoir un meilleur waterfall sur la redistribution des gains plus tard. Parce qu'en règle générale, en fait, tu dois toujours garder un peu de capital pour investir dans les startups. Parce qu'il se peut qu'un tour se fasse dans d'autres conditions et tu es obligé de pay to play. Donc, tu es obligé de mettre de l'argent dans ce tour pour pouvoir bénéficier des nouvelles conditions. Si tu ne mets pas, tu te retrouves relégué à un second rang. C'est dans le cas où il y a eu un premier investissement de réaliser, il y en a un second et tu es obligé de rester sur le second. Okay. Donc ça, c'est très spécifique en effet à l'investissement startup et VC. Mais c'est intéressant et c'est là où ils doivent avoir en gros toujours des disponibilités, donc toujours un petit peu de cash disponible pour le moment où il y a à investir. Tu parlais un peu un moment d'investir, c'était Caspa, enfin celle où tu as investi au moment où c'était le plus bas. Ah, c'était Cava. Cava, pardon. Quelle est la part, est-ce que c'est quelque chose que tu fais fréquemment? Comment dans ce cas-là et dans quel état d'esprit tu es quand justement tu vois donc une crypto, un actif, tu te dis ok, il a baissé, je veux investir dessus. Enfin, tu vois, dans quel état d'esprit tu es? C'est que tu t'es fait une conviction avant? C'est que tu t'es dit, ok, là, c'est beaucoup plus dangereux, je vais me fixer un objectif? En fait, je m'étais fait une conviction, c'est que j'avais vu l'équipe qui était derrière, l'entrepreneur. J'avais vu les partenariats qu'ils avaient faits avec Binance et compagnie. Et en fait, j'avais vu que la baisse était plus conjoncturelle que liée au produit et à l'usage. Et je me suis dit, et ça, surtout, ne vous le dites jamais, les gars, je me suis dit, ça n'ira pas plus bas. Mais bien sûr que ça peut aller plus bas. Bien sûr. Mais je me suis dit à ce moment-là, ça n'ira pas plus bas. C'est pas possible. Et du coup, c'est là où j'ai mis un ticket. J'ai eu de la chance parce que, en fait, tu as eu le bull de 2020-2021 qui a été très, très bénéfique. Ouais, alors à la rigueur, c'est très dur, je pense, de timer, c'est-à-dire de savoir rentrer sur des positions qui baissent. Mais tu es peut-être dans une logique de dire, je crois dans le projet, je crois dans l'équipe. C'est exactement ça. Il y a un potentiel. C'était pas du trading ce que j'ai fait. Ouais, voilà, moi, je ne trade pas. Moi, je trade pas. C'est-à-dire? Je fais pas de trucs de perp, de levier, de machin, des rentrées, sortir le lendemain. Enfin, ces trucs-là, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien dormir la nuit. Et pour bien dormir la nuit, d'ailleurs, je vais te raconter une histoire. Je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire. C'était en 2021. Je crois que c'était en avril ou un truc comme ça. Et il y avait une chaîne que je suivais à fond. C'était le journal du coin et c'était Samy. Et vraiment, je regardais toutes ses vidéos parce que j'aimais beaucoup son analyse et puis je trouve qu'il est very knowledgeable. D'ailleurs, j'ai investi dans sa boîte, Not Guardians, en 2022. Et donc, du coup, Samy, je l'écoute. Et à un moment, il dit, les gars, moi, j'ai un trade de ouf. On va shorter Solana. Et donc, il dit, on va shorter Solana. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le unlock. Avec le unlock, tout le monde va dumper, machin. Donc, ça, il va se casser la gueule. C'était à l'époque, il y avait FTX, machin. Bref, je me suis dit, putain, c'est pas con ce qu'il dit. Je vais shorter Solana. Première fois de ma vie et dernière fois de ma vie
que je fais un truc qui s'appelle le short et du levier. Donc, je short le truc avec un petit levier, tu vois, x10. Tu te rends pas compte, en fait, à quel point j'ai très mal dormi cette nuit-là. J'ai hyper mal dormi. Et le lendemain, je me réveille, le truc était liquidé. Et le pire, c'est que j'avais mis, je crois, 400 balles, tu vois, sur Ouais. J'avais mis 400 balles juste pour tester. Et en fait, à ce moment-là, le lendemain matin que je me suis réveillé, je me suis dit, ça t'apprendra. Ouais, C'est clairement. pas fait pour toi, ces trucs-là. Et on s'est fait liquider en fait son trade et c'est allé à l'opposé de son trade. Hein. Ce que Samy avait dit qu'il allait se passer, il s'est passé l'inverse. Le short, c'est déjà un produit dérivé. Mais dans le short, pas en crypto, en tout cas, je trouve dans le finance traditionnelle, dans le short, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que si tu crois que tu as une fraude sur une boîte, sur un acteur, tu peux shorter cet actif. Mais dans les cryptos, le short, c'est que je parie à court terme que le coin va baisser, que c'est survalorisé. C'est extrêmement dangereux. Et en effet, là, on ne parle plus de perte en capital, là c'est disparition rapide de l'intégralité du capital. Donc, rapide et effective. Ouais, voilà, exactement. Bam, zéro. C'est ça. Ouais, c'est quand même beaucoup trop extrême, je trouve, comme approche. C'est quoi la pire erreur d'investissement que tu as faite? Dans la crypto ou au global? Dans la crypto. Dans la crypto, ce n'est pas une erreur d'investissement. Hein. Dans la crypto, c'est une erreur de jugement. UST. Ouais. UST, tu vois, moi je savais que Luna, c'était de la merde. J'ai jamais, vraiment pour moi, j'ai tradé, j'ai joué la volatilité le jour où le truc était en train de se casser la gueule. Ouais. Mais à part ça, je voulais pas y toucher. Ma pire erreur de jugement, c'était que l'UST était stable. Et nous, on avait tu vois, moi j'ai un token, le Key, et j'avais une pool de liquidité de 2 millions de dollars avec de l'UST. Je peux te dire que quand l'UST est tendu vers zéro, perdre 2 millions de dollars, ça fait mal. Et ça vous a mis à terre ou c'était une belle béquille Ah non, mais ça nous a mis… Alors, en fait, c'est marrant parce que la chute de l'UST ne nous a pas immédiatement mis à terre. On a vraiment bien tenu par rapport à tout le reste. Ce qui a fini de nous mettre à terre, c'est, vu qu'on était un des seuls actifs qui avait bien tenu, en fait, tous ceux qui avaient des pauses et des pommes sur tout le reste, post-Terra Luna, ils ont vendu le kit pour pouvoir se rattraper. Et ça a fini de nous mettre à terre. Le truc n'est pas mort parce qu'il y a quand même pas mal d'actifs sous-jacents réels, les investissements startup. Les startup, c'est un sous-jacent économique. C'est juste que la liquidité, la période de liquidité est hyper longue, hein, 5-7 ans pour commencer à voir les fruits de ton truc. Donc en attendant, tu as des gens qui tradent la volatilité. Hein. Des fois, le truc il fait plus 50%, des fois, il fait moins 80%. Et voilà. Donc je pense que ça, c'était la pire erreur dans la crypto. C'était de croire que l'UST allait toujours valoir $1. Et ton apprentissage, ce que tu en sors, c'est quoi le learning soit là-dedans ou dans un autre investissement? Mon learning sur la crypto, c'est que il ne faut pas faire confiance aux claims. Quand les gens disent un truc, surtout dans la crypto. Ouais, c'est promotionnel. Non, mais ils vont forcément faire un truc qui n'est pas aligné avec ce qu'ils ont dit. Et à un moment donné, toi, tu cales en fait ta roadmap et tes objectifs par rapport à certaines choses qui sont dites et partagées. Et du coup, en fait, toi, tu te retrouves, parce que les gens ont fait l'opposé et que tu avais basé tes trucs, toi, tu te retrouves à devoir adapter aussi ton plan d'action parce que tout ce que tu avais prévu était dépendant de ça. Et au final, en fait, la crypto, c'est un peu le Far West. Et mon apprentissage, c'est que si tu fais un truc dans la crypto, c'est d'être le minimum dépendant fondamentalement de tiers. Parce que si ta stratégie, ton plan d'action dépend de tiers, tu es sûr que même tes claims, toi, que tu vas dire autour de toi, vont évoluer à cause des gens qui, eux, ne respectent pas leurs claims. Et tes claims, enfin, les tiers, là, c'est des plateformes ou c'est des plateformes, tu vois, par exemple… Dans l'écosystème Cosmos, tu as Osmosis qui est un DEX. Ils font un truc au début, puis après ils disent non, finalement on va faire autre chose, et puis ça évolue. Et puis toi, en fait, qui avais calé ta stratégie sur un truc, en fait finalement ça ne marche pas. Donc tu es obligé de systématiquement rester à l'affût des changements et des évolutions. Et c'est compliqué parce que tu ne peux pas gérer une boîte comme ça. Donc au final, la crypto, jusque maintenant, ça reste quand même un truc d'anarchiste. Qui n'est pas à 100% structuré. Dans le sens, les positions que tu prends, elles restent assez court terme aussi en crypto. Je pense que c'est… Alors, à part le Bitcoin et l'Ether, pour moi, sur tout le reste, ça reste du court terme. Tu vois, par exemple, on a fait un produit structuré avec Club qui a eu une performance incroyable.
vraiment. Le truc en 9 mois s'appelait Cosmos Core. C'était les top products, et pas forcément que les top products. On avait sélectionné des trucs avec des fondamentaux vraiment cool. Top product de l'écosystème Cosmos. Et on a fait, je crois que c'était plus 75% en 6 mois sur un produit quand même structuré, machin. Et on avait dit aux gens aussi, si vous investissez dans ce produit-là, par exemple, si vous avez 100 000 à investir, bah, mettez 20 000 au début et DCA le reste. Et les gens qui ont respecté et écouté ce qu'on leur a dit, ils n'ont pas fait plus 75%, ils ont fait plus 140%. Parce qu'en fait, ils sont rentrés à un point et puis le truc, il a fait comme ça avant de décoller littéralement. Donc en fait, si tu as acheté pendant tout le process de descente, bah, après, en fait, tu multiplies par 2 ta perf. Tu DCA encore ou... Ouais, je DCA, ouais. Bitcoin et Ether. Même Ether Ouais. J'ai 2 méthodes de DCA. J'ai un DCA par CB où en fait je fais un arrondi x5 de tout ce que j'achète. Donc à chaque fois que je consomme, j'achète de l'Ether et du Bitcoin. Et j'ai un DCA classique qui achète du Bitcoin et de l'Ether. C'est intéressant, il y a beaucoup d'investisseurs crypto qui, même s'ils en ont aujourd'hui une bonne partie de leur patrimoine, DCA, nous on le voit dans les utilisateurs de Waltio, continuent à investir. Et donc, en fait, comme ça, ils ont juste à cash out quand ils le veulent. Quand tu parles de vente, tu me disais tout à l'heure que de temps en temps, tu prends des décisions et d'un coup, en fait, tu vends l'intégralité de tes positions, même si tu as déjà souvent vendu avant des petites parties. Quand tu vends, mais dans le sens cash out, c'est-à-dire que tu sors complètement des cryptos, est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive régulièrement? Et si oui, un peu comment tu le fais, avec quelle approche? J'ai pas vraiment compris la question. Est-ce que c'est en gros sortir en fiat? Ouais, quand tu sors en fiat, quand tu cash out, tu sors en fiat. Toi, tu t'es dit, OK, je vais sortir en fiat dès que telle position, tel folio atteint tant. Ou tu t'es dit parce que j'ai tel projet ou parce que je voudrais faire ça? Bah, tu sais, en fait, moi, je ne suis pas un fou allié des cryptos fondamentalistes parce que moi, la majorité de mes investissements, ils sont dans les startups. Donc, la majorité de mon portfolio et de mon patrimoine, il est dans les startups. Il n'est pas dans les cryptos. Plus en startup qu'en immobilier même? Vachement plus. J'ai investi dans une 60aine de startups. Et du coup, oui, je fais beaucoup de cash out. En fait, je réduis. Pour moi, mon portefeuille crypto, moi, je ne suis pas Éric Larchevêque, tu vois. Je ne suis pas Éric Larchevêque qui met tout en Bitcoin ou High Stakes Capital, je ne sais pas si tu le connais. Karl, lui, c'est un fou. Moi, je l'avais rencontré d'ailleurs en 2012 via Fred d'ailleurs. C'est Fred qui m'avait présenté. Et Karl avait vendu sa maison pour acheter que des Bitcoins et que des États. Le mec, il est quasi milliardaire, je pense, en crypto. Alors, ouais, après, ce n'est pas les mêmes approches. Toi, tu es beaucoup plus un builder, un entrepreneur, c'est exactement développeur. Ça. Donc, tu es plus passionné par le produit. Ouais, exactement. Donc, moi, quand tu me parles de cash out crypto, j'en fais hyper régulièrement. Pourquoi? Parce que j'ai hyper régulièrement des investissements startup à faire, machin. Donc, c'est souvent dans des approches de diversification, d'investissement dans d'autres produits. Parce que la crypto, ça reste un produit très volatile, très risqué. Et il ne doit pas représenter plus de 5% de mon portefeuille. De ton patrimoine total? De mon patrimoine total, ouais. Ah ouais, clairement. Ok. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui nous écoutent, je vous recommande vraiment de suivre ce conseil parce que des moins 50, des moins 60, des moins 70% dans la crypto, ça arrive très régulièrement. Et je pense que savoir maîtriser son risque, c'est aussi savoir se dire stop et gérer son portefeuille. Allez, je pense qu'on peut pousser le bouchon jusqu'à 10% de ton patrimoine. Mais au-delà de 10, c'est inconscient. Tu vois, nous, au sein de Waltio, on a des cryptos et on s'était fixé, parce que nos clients payent en crypto, et on s'était fixé d'avoir un certain seuil maximum en crypto de 15% par rapport au fiat. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est monté un peu plus haut. Parce que faut liquider. Exact. C'est le moment où quand ça monte, quand ça dépasse ton seuil, tu vends. Ouais, non, tu as raison. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu t'y tiens et tu te dis, OK, bah, je vends, alors qu'en fait, c'est le moment où c'est l'euphorie? C'est le meilleur moment. Le moment où c'est l'euphorie, c'est le meilleur moment de vendre. Mais comment tu peux te le dire? Parce qu'en fait, c'est pas le moment où tu as envie de vendre. Bah si. Moi, je suis un peu inversé dans ma tête par rapport au retail. C'est quand tout le monde est dans l'euphorie que moi, je suis dans la fear. Mais toi, au fond, tu vois que les choses montent. Donc, tu es quand même excité par l'augmentation. Je suis hyper excité de prendre mes profits. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas ma vie en fait, les cryptos. Ah ouais, tu as du travail à côté, il y a du business, il y a des affaires, Bien sûr, il y a des trucs de la vraie vie. Il y a des startups, il y a des vrais entrepreneurs à accompagner. Si, effectivement, je pense que si 100% de mon portefeuille était en crypto, je pense que je serais un peu fou, tu vois. Je verrais le truc monter, je ferais des plans sur la comète, mais non.
moi, ça ne me change pas ma life. Ouais, c'est super apprentissage. Et c'est comment tu as réussi en fait à pas y passer tout ton temps parce que c'est quand même hyper prenant. À partir du moment où tu découvres, tu vois les cours qui montent, c'est parce que tu avais déjà fait un cash out C'est parce que j'avais fait un cash out et donc tu avais une certaine, on va dire, stabilité émotionnelle, financière et autres. Et donc c'est d'une certaine façon, les cryptos, c'était pas le moyen de t'enrichir, c'était un moyen de trouver, on va dire, d'autres projets, j'imagine, d'autres façons d'investir. Pour moi, la crypto, c'est une philosophie. Pour moi, j'y crois vraiment. Je crois que le Bitcoin, c'est l'or numérique. Je crois que c'est un vrai hedge contre l'inflation monétaire. J'y crois. Donc philosophiquement, j'y crois et je crois que c'est un beau produit d'assurance pour se protéger contre la diminution de la valeur de la monnaie. Mais voilà, c'est une philosophie. Par contre, au quotidien, moi, je crée de la valeur en investissant dans la vraie vie, en investissant dans des entreprises, dans des entrepreneurs, avec des produits qui sont créés. Tu vois, donc c'est ça en fait le plus important pour moi. Si tu as 3 apprentissages en tant qu'investisseur en crypto, en crypto ou investisseur? Écoute, intéressant en crypto et après voir si tu as d'autres apprentissages en tant qu'investisseur. 3 apprentissages en tant qu'investisseur crypto. Bah déjà, numéro 1, c'est manage ton portefeuille, pas plus que 5 à 10% de ton patrimoine en crypto. Ça, c'est la base. Ne pas acheter de token qui vient de se lister. Je pense que ça, c'est aussi la base. Comme ne pas acheter d'action qui vient de rentrer en bourse. C'est exactement ça. Et 3e apprentissage, c'est marrant ça. Je pense que je vais donner un apprentissage qui peut-être va être polémique. C'est ne pas investir dans des projets français. Dans des projets crypto français. Ouais. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est intéressant. Le projet a beau être le plus beau, le plus bien pensé, le mieux réfléchi, le machin. Ils vont se prendre une haine irrationnelle des Américains. Ils vont se prendre un FUD de malade. Et tu sais, la crypto, c'est principalement du marketing. La valeur des actifs. Enfin, les tokens, Ouais, la valeur des tokens, à part Bitcoin, à part les plus gros, à part les plus gros, c'est du marketing. Et on n'est pas les meilleurs en marketing. Et on ne touche pas les plus grosses audiences avec notre marketing en partant de la France. Donc, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il y a plus des exceptions de succès projets français que de normes de succès de projets français. Donc, s'il n'y a pas l'accès au capital, il n'y a pas l'accès au marketing, c'est difficile d'être successful. Et puis derrière, tu es bâché par les communautés anglo-saxonnes parce que tu es un projet français. C'est dur. Je pense que voilà, c'est très polémique ce que je viens de dire, mais en tant qu'investisseur retail, en tant qu'investisseur retail, en fait, tu as plus de chances de te faire dégommer en investissant dans un token français qu'en investissant dans un token américain ou asiatique. Peut-être que ces tokens-là, les Français vont être peut-être plus nationaux ou plus locaux. C'est ça. Locaux. Et la liquidité, elle est en Asie et aux États-Unis. C'est clair que c'est des dimensions de cash et de projets qui sont complètement différents. Hors du commun. C'est même pas 100x, c'est genre 10 000x en termes d'accès aux liquidités. D'accès aux liquidités, d'ambition. Et d'audience. Ouais, hyper intéressant. Ça fait plus de 10 ans que tu es dans la crypto. Si tu avais la possibilité de partager un message au Reda au moment qu'il a commencé à investir, qu'est-ce que tu lui dirais? À part achète plus de Bitcoin. Ouais. Non, je lui dirais don't trust verify. Sur le stockage ou même sur les projets? Surtout. Sur tous les projets, tu vois, par exemple, je vais encore reparler de Terra Luna, mais un des éléments qui m'avait poussé à croire dans le succès de l'UST, en tout cas de la stabilité de l'UST, c'est un des claims de Do Kwon qui disait que toute l'architecture de paiement stablecoin UST et aussi KRWT, c'est la devise coréenne. En gros, il disait que c'était utilisé comme des rails de paiement en Corée du Sud et qu'il y avait énormément de fees qui étaient faites. Et en fait, le gars avait faké les transactions. Ils ont créé des logiciels, créé des fausses transactions avec des faux UST, des faux KRWT et qui montraient des volumes de plusieurs centaines de millions et de milliards de transactions. Okay. Et ça, tu vois, c'est le type de comportement que tu as dans la crypto et qui pousse à créer des bulles parce que les gens trustent. Ouais. Et dans ce cas-là, pour vérifier, il faut limite aller en Corée et comprendre leur système de paiement. C'est ça. En fait, en réalité, il faut aller en Corée et voir si effectivement le truc est intégré et que tu peux payer.
Et c'est comme ça, en fait. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc. Tout investissement start-up et compagnie, on fait un truc qui s'appelle des due diligence. Ouais, bien sûr. Due diligence comptable, due diligence financière, due diligence sur les équipes. Et les investisseurs qui ne font pas ça font de la merde. Ah, mais en crypto, les gens prennent des décisions d'investissement sur des montants qui sont significatifs sans rien vérifier du projet. Sur la base de claims. Ouais, complètement. Mais j'avais remarqué, ne serait-ce que même écouter un épisode d'un podcast d'un des fondateurs du projet, où ça te permet énormément de réaliser est-ce que oui ou non tu crois ou tu as envie de lui donner ton argent pour que la personne déploie sa vision, quoi. Absolument. Merci pour la présentation. Je te laisse clôturer l'interview, Reda. C'était le premier épisode de ce format d'interview Waltio. Je suis très content d'avoir pu participer. Si vous voulez plus d'épisodes ou plus de questions, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire et de nous dire ce que vous avez envie de voir sur les prochains épisodes. Merci.